On énervait tout le monde à Station F, on était une des seules boîtes produits aussi à Station F. Ce que j'observe parfois chez mes clients, c'est qu'en gros, t'as pas de responsabilité, Mm. où tu dis, on est responsable, mais le on, en fait, C'est toujours les projets qui avancent pas. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est marrant parce qu'en rentrant dans les sujets industriels, on se rend compte aussi qu'à taille équivalente, il faut pour nos produits une usine 10 fois plus petite qu'une usine de gel douche classique. Donc on fait des AB tests de développement produit. Donc dans nos bouteilles de gel douche, on va envoyer notre nouvelle formule de gel douche ou un gel douche d'une marque du Petit Marseillais ou de Tahiti ou de n'importe quel gel douche. Donc ça permet vraiment d'avoir un vrai AB test comme tu pourrais le faire sur un site web, quoi. On avait beau travailler avec des gros labos reconnus en France, on n'avait pas des cadences qui étaient à la hauteur de celles qu'on attendait. Et un jour, on a pris vraiment un pari avec un mec qui était à la base technico-commercial, donc qui vendait des machines de compression et qui a senti qu'il y avait une aventure industrielle à lancer. Et en fait, au bout de 6 mois, il tournait 4 fois plus vite que nos sous-traitants historiques. Antoine Rigaud est le CEO de 900 Care, une marque de produits d'hygiène éco-responsable. En 2024, 900 Care a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros avec une équipe de 30 personnes. Aujourd'hui, ils expédient 70 000 commandes par mois et ils sont distribués dans 5 000 magasins comme Carrefour ou Intermarché. Dans cet épisode, on va découvrir l'organisation interne de 900 Care, les 3 paliers de croissance rencontrés et les différentes erreurs qu'ils ont fait, et les étapes mises en place pour être rentables. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Antoine, bienvenue dans Sous le capot. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Je suis super content de te recevoir. Je voyais les pubs 900 Care inonder mon feed Instagram. Et du coup, je suis devenu client. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir le capot du coup de 900 Care. Et du coup, on a échangé ensemble et tu as accepté l'invitation. Du coup, je me réjouis beaucoup de passer ce temps avec toi, de vraiment creuser, de voir comment vous êtes organisé et tout ça. En préparant l'émission, tu me disais, quand tu es arrivé, vous livriez, je crois, 700 commandes par mois. Et maintenant, c'est plutôt 70 000 par mois, hein, c'est ça ? Ouais, exactement, c'est ça. Moi, je suis arrivé au tout début de l'aventure en 2021. En fait, il y avait c'était déjà énorme, mais il y a eu 1 an et demi de R&D, plus période Covid, etc. Et le site web avait ouvert 2 mois avant mon arrivée. Okay. J'étais le premier CDI arrivé, etc. Donc, j'ai vraiment eu l'occasion, effectivement, de découvrir, de vivre toute la croissance de 900 Care, de mettre en place beaucoup de choses. Donc, c'est toujours une hyper belle aventure, quoi. Ouais, du coup c'est trop bien parce que du coup on va pouvoir voir vraiment l'évolution et comment votre organisation a aussi évolué avec ça. Mais pour commencer, là actuellement vous êtes organisé comment ? Vous êtes combien déjà chez 900 ? Là chez 900 on est entre 25 et 30. Okay. On a une petite vingtaine de CDI. Et on est organisé assez classiquement en gros pôles, en particulier. Donc moi je gère les opérations chez 900, et on est 9 aux opérations, presque un tiers de la boîte. L'autre gros pôle c'est toute la partie growth, parce qu'on gère toute notre création et toute la partie studio, on l'a internalisé aussi, donc ça demande pas mal de personnes derrière ça. Et après, c'est assez bien réparti entre R&D, tech. On a la tech en interne aussi chez 900. Donc, on aime bien faire les choses nous-mêmes, surtout. Ok, ouais. Quand tu dis tech, c'est quoi ? Vous avez quoi comme tech ? C'est surtout le web, la tech. Ouais, surtout web. Le web. On a 2 développeurs et un product manager. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais du coup, on réoriente aussi un peu cette équipe-là vers le retail, pour comment les mettre au service aussi de ce nouveau canal de vente. Ok, super intéressant. Et est-ce que vous avez des routines d'équipe, du coup, je sais pas, des weekly, Ouais, il y a pas mal de choses qui sont assez structurées chez 900. On a, je crois que j'entendais Louis aussi de chez Merci Andy en parler dans ton podcast, mais on a un peu les mêmes process, dans le sens où on a un kick-off hebdomadaire avec l'ensemble de la boîte pour présenter les actualités de chaque département. Ensuite, on a un point hebdo d'équipe. Donc là, c'est plutôt pôle par pôle pour faire avancer les sujets. Chaque coach, on appelle la relation manager-manager chez 900, on appelle ça padawan et coach, pour agrémenter un peu le sujet à la sauce 900. On a donc un one-to-one personnel hebdomadaire aussi, et on a surtout après des process de feedback qui sont un peu particuliers, de feedback mensuel, qui sont assez structurés avec une trame définie tous les mois qui permet un peu de prendre de la hauteur justement de cette relation-là et
de mettre l'accent sur les choses qui vont bien, de recadrer un petit peu les choses qui vont moins bien. Et c'est quoi la différence avec le one-to-one du coup plus Le classique? one-to-one, c'est plutôt de l'opérationnel à la semaine pour faire avancer les Ouais. sujets. Et après, le feedback, c'est plus dans un but d'amélioration, de croissance personnelle. Ok. Voilà. Après, bien sûr, rien n'empêche s'il y a des choses à la semaine, de recadrer les choses, mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir une culture un peu de se dire les choses, de transparence dans les deux sens qui est assez intéressante. Et si tu prends la trame, il y a quoi un peu, enfin vu que Ouais. tu dis un peu Il y a, c'est pas mal orienté autour des valeurs de 900. Ok. Chez 900, on appelle ça les ways of working. Donc, c'est comment bien travailler chez 900. Donc, tu as plusieurs choses. Tu as challenger le statu quo, tu as eat the hot potato. Donc, voilà, vraiment, empare-toi des sujets et non, jette pas la faute sur le voisin. Voilà. Donc, c'est pas mal d'évaluation autour de ces ways-là. Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu les mets en avant et les promeux dans la boîte ou pas? Ok, ouais. Et du coup, ça permet aussi en tant que coach de faire des retours à ce moment-là en se disant, bah voilà, par rapport aux valeurs de l'entreprise, je pense que ce sujet, tu auras plus je sais pas, prendre ce sujet et le faire avancer. Ouais, complètement. Moi, personnellement, je trouve ça hyper pratique dans les deux sens. À la fois en tant que employé de 900K, ça me permet de me dire, ok, est-ce que je bosse bien par rapport à ces axes-là, et ça permet aussi de savoir sur quoi tu vas être évalué finalement à la fin de l'année par ton manager. Et en même temps, en tant que coach, ça permet aussi de structurer tes retours sur tes padawans, et donc aussi ça permet vraiment d'objectiver les relations, quoi. Ouais, ok. Super intéressant. Et à chaque fois, il y a aussi des KPI où vous suivez ou pas forcément? Ça dépend un peu les KPI, on a aussi mis en place toute la méthodologie de Docker. Ouais. Donc en fait, toute cette structure de feedback, on fonctionne sur un rythme trimestriel. Donc il y en a un mois sur 3, c'est dédié à l'évaluation des ways of working. Et le dernier, c'est plutôt sur les OKR. Donc est-ce que tu as atteint tes OKR trimestriels? D'accord, ok, super intéressant. Du coup, vous avez des OKR pour chaque salarié? On a des OKR pour chaque salarié, ouais. Et on cascade vraiment. On a des OKR de boîte, des OKR de département, puis des OKR pour chaque personne dans la boîte. Ok. Et du coup, tu me disais aussi, vous avez donc vous avez 2 jours de télétravail, et le mardi, c'est un jour un peu spécial, non? Ouais, le mardi, c'est le jour fantôme, le Ghost Day chez 900. C'est un rituel qu'on a mis en place assez vite aussi, je pense que ça date de 2022, une idée qui est surgie d'un atelier de travail en séminaire chez 900. Alors, en fait, c'est non seulement télétravail, mais aussi pas de réunion, pas de mail, pas de Slack, pas de coup de téléphone. Donc c'est vraiment un jour dédié au focus, au fait d'avancer sur des tâches de long terme. Et alors bien sûr, en particulier aux ops, s'il y a des urgences terrain, à l'usine, à l'entrepôt, etc., on répond et on intervient, mais ça permet quand même de diviser au moins par 5 les sollicitations. Déjà, le fait de ne pas avoir de réunion pendant une journée, c'est vraiment trop bien. Et ça permet vraiment de faire avancer des sujets cette journée-là, quoi. Et du coup, vous avez vu une différence au moment où vous l'avez intégré après On l'a pas trop mesuré quantitativement. C'est surtout sur du Kelly qu'on se base pour se dire que c'est bien. C'est vraiment un jour qui est apprécié par tout le monde dans la boîte, quoi. Ok, trop cool. Et toi, du coup, en tant que CEO chez 900K, c'est quoi un peu les KPI, toi, que tu suis? Moi, donc j'ai 3 sous-équipes en fait dans mon périmètre. J'ai l'équipe supply. Donc là, les sujets, c'est classique sur la disponibilité de stock, le fait qu'on n'ait pas trop de stock non plus, les COGS et les coûts logistiques et transport. Ensuite, j'ai les 2 services clients, donc l'e-commerce, où les KPI, c'est temps de réponse, satisfaction client et NPS, indicateur plus macro. J'ai aussi l'ADV, qu'on est en train de structurer d'ailleurs pour la partie B2B. Et la partie RSE, avec le statut d'entreprise à mission et le score B Corp aussi, qu'on réévalue tous les 3 ans. Ok, donc et du coup, tu as des tableaux de bord à chaque fois que tu suis tous les jours, ou c'est quoi un peu ta temporalité? C'est plutôt à la semaine ou c'est au mois ou... Il y a les KPI plutôt à la semaine. Après, on a pas mal de choses plutôt en mode alerting au quotidien. Donc je sais dès que, par exemple, il y a une commande pour la grande distri qui n'est pas partie, j'ai une alerte, ce genre de choses. Plutôt que d'aller ouvrir des dashboards tous les jours, on préfère être alerté quand il y a un truc qui dérape, quoi. Ok, quand il y a une rupture. Quand il y a une rupture. Et ensuite, plutôt comme ça, si tu veux,
les leading indicators, donc Ouais. ce qui dans ton process déraille et qui va au final amener ton indicateur à dérailler, quoi. Derrière, oui, ok, ouais. Oui, plutôt que de regarder un dashboard et tu vois que tu as un truc en retard, mais en fait, tu as l'info au moment où ça dérape. Trop tard, quoi. ouais, Ouais, c'est clairement. ça. Ouais. Ok. Ok. Bah, justement, comme on parlait un peu dans l'intro, toi, t'es arrivé, vous envoyez 700 commandes là par mois, maintenant 70 000. C'était quoi un peu les. Maintenant, si tu regardes en arrière, les différentes étapes que vous avez vécues? Moi, je suis arrivé au moment de la première levée de 900. Ouais. Et en fait, je suis arrivé dans un cadre où l'idée, c'était de structurer toute la couche de managers, donc de futurs directeurs des pôles Ouais. qui allaient reporter à Thomas et Emmerich, les 2 cofondateurs, et pouvoir construire leurs équipes. Ouais. L'idée, c'est qu'à ce moment-là, donc, ils m'ont recruté moi, on a recruté un CMO, une DRH, une responsable finance, etc. Donc ça, c'était vraiment et c'était très en avance de phase parce que c'était très early en termes de chiffre Ouais. d'affaires. Et l'idée, c'était d'avoir tout de suite des gens qui allaient pouvoir porter la boîte, leur sujet. Et surtout des gens avec de l'expérience. Des gens avec de j'imagine, l'expérience, comme- ouais. ouais, c'est ça. Donc ça, c'était vraiment la première étape où aussi, ça permet de tester plein de choses. On était en grosse itération sur la partie marque, la partie message, beaucoup d'itérations sur le site web aussi, la façon de présenter les produits, l'offre. Et la première vraie chose qu'on a un peu déverrouillée, c'est quand on est passé d'un modèle classique où on avait les produits en achat, on va dire one time, en achat normal sur le site web, et une offre d'abonnement à côté, et où l'abonnement proposait te permettait juste d'avoir une petite réduction sur les produits. On est passé à un mode où on a proposé que de l'abonnement, avec une grosse démarque, un gros discount sur le kit d'essai pour pouvoir tester les produits, en fait, si tu veux. Et ça, c'était un peu un frein à l'achat, en fait, au final. C'était un frein à l'achat parce que à l'époque, on était aussi plus cher que maintenant. Et ouais, de pas pouvoir... Comme les produits sont assez novateurs, tu te demandes si un dentifrice en pastille à croquer, ce que ça va devenir, quoi. Et t'as pas envie de dépenser 10 € dans un dentifrice où au final tu vas le tester 2 fois et tu vas le mettre à la poubelle parce que tu n'auras pas aimé l'expérience, quoi. Donc depuis ce moment-là, on a vraiment comme logique de pouvoir faire tester notre produit par le maximum de personnes, en fait, et de beaucoup investir à ce niveau-là dans la première commande du client. Et derrière, on pilote vachement notre churn, notre rétention client pour pouvoir rentabiliser, en fait, l'investissement initial qu'on fait sur chaque client. Donc le kit d'essai, si je comprends bien, si t'es peut-être break-even ou même tu perds de l'argent. Et on a perdu de l'argent pendant beaucoup de temps sur le kit d'essai. Et c'est presque un coût marketing, en fait, même si c'est du produit pour nous, quoi. Et donc c'est ça tout de suite, ça vous a permis du coup les clients, ils ont pu s'acheter. Tout de suite en acquisition, en conversion sur le site, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça fait un gros jump, exactement. Donc ça a permis de débloquer pas mal de choses. Donc ça c'était la première levée. Et après c'était quoi un peu les étapes après après c'était quand est-ce que c'était 2024, la deuxième gros déclic. C'était la deuxième levée de fonds aussi. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi réinvesti dans nos clients, toujours dans la même idée, et on a là à ce moment-là baissé nos prix de 30%. Donc c'était un gros choix aussi, toujours dans cette logique de mettre nos produits dans le plus de mains possible. Et à ce moment-là, ça nous a permis de vraiment mettre nos produits au niveau des marques de grande consommation un peu concurrentes à nos produits. Et de pareil, dans cette ambition de vouloir devenir une marque très mass market, d'arriver à ces niveaux-là, quoi. Et du coup, en fait, c'est à chaque fois le pari du volume, c'est-à-dire que en gros, tu te dis, je baisse mes prix de 30%, mais du coup, je pense que j'aurai plus de clients, et du coup, le fait d'avoir plus de clients, ça va me permettre d'absorber justement. Alors rationnellement, il y a ça, de pouvoir retenir les clients plus longtemps, de pouvoir avoir des économies d'échelle qui font diminuer les coûts, etc. un peu partout, d'amortir tous nos frais fixes de la boîte. Et après aussi, d'un point de vue plus raison d'être et philosophique presque, on veut aussi avoir le maximum d'impact écologique possible.
Et ça, on fait en mettant notre produit dans le plus de mains foyer, possible ouais, et ouais. voilà, en faisant le Ok. plus de volume possible. Mais j'imagine que la décision n'a pas dû être simple à prendre, non, de se dire punaise, en fait là on va diminuer de Ouais, 30%, non, enfin c'est. c'est clair, c'est un gros pari sur, bah voilà, tu fais moins de chiffre d'affaires à court terme, mais est-ce que long terme c'est bénéfique ou pas? Donc, c'est pour ça que c'était au moment de la levée de fonds aussi. Il faut avoir un peu les reins solides Ouais, en termes de cash pour ouais, pouvoir, c'est ça. pouvoir faire ce pari-là, quoi. Et c'était quoi un peu enfin, comment vous en êtes arrivé à cette conclusion-là? Vous aviez un peu des étapes où vous vous êtes dit ok, en premier on teste ça ou Ouais, quoi? en fait, Enfin, on s'est surtout rendu compte que l'hygiène, c'était pas le même marché que la cosmétique. ok. Où, Parce qu'au début vous pensiez adopter un peu le modèle cosmétique ou? ouais, pas tellement cosmétique, mais on était sur un modèle un peu d'NVB classique, avec un produit un peu surpricé, Ok, ouais, etc. ouais. Et en fait, Où tu valorises beaucoup le marketing. ouais, c'est ça, ouais. En fait, on s'est rendu compte que bah, si t'es en rupture de dentifrice, tu retournes acheter du Colgate au Ouais. supermarché en bas de chez toi, quoi. Et que du coup, il fallait retenir nos clients via l'abonnement, il fallait investir beaucoup sur les prix parce que finalement, enfin, tout le monde est très content d'un gel douche à 2 € et il y a assez peu de différenciation à aller chercher sur le produit, quoi. Sur le produit, ok. Ok, donc c'est ça qui vous a poussé à. Et vous avez fait des tests en amont ou pas du tout ou... On fait beaucoup d'A/B tests. On Ouais. A/B teste toujours ce qu'on fait. Donc, même quand on a fait ça, on a gardé des cohortes de clients sur l'ancien principe, Ok, etc. ouais. Et on mesure Pour beaucoup tester et ouais. valider tout le modèle. Ok, ouais. Et après, du coup, il y avait la troisième étape, c'est quand vous êtes allé en GMS, là, du Ouais. coup, j'imagine en termes de volume, ça. Ouais, la troisième étape, c'est du coup début 2025, Ouais. où ouais, on a lancé la distribution sur ce nouveau canal de vente. Depuis, on a signé des référencements nationaux chez Carrefour, Intermarché. Là, on rentre chez Leclerc au Ok. national le mois prochain. Et ouais, ça refait décoller les volumes. On sent vraiment une grosse accélération, quoi. Ok, ouais. Et du coup, les volumes, à chaque fois, vous arrivez vraiment à avoir une grosse économie d'échelle ou ça se joue à peu de choses près, enfin. C'est pas tout le temps le cas, surtout sur les matières premières. En fait, ça nous permet surtout d'internaliser et de remonter dans la chaîne de valeur étape par étape. Si tu veux, il y a un moment donné où c'est devenu pertinent qu'on achète nos matières premières directement plutôt que le laisser faire par nos sous-traitants fabricants. Ok. Donc, ça nous permet bien sûr de négocier un peu ISO fournisseur, mais ça nous permet surtout d'internaliser de la chaîne de valeur au fur et à mesure, quoi. C'est surtout ça qu'on voit comme effet pour l'instant. Ok, ouais. Ouais, comme ça, tu maîtrises vraiment toute la chaîne et du coup, tu t'enlèves des intermédiaires. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, j'imagine quand tu pars en GMS, etc., en fait, tu dois énormément avoir de stock, etc. Donc, j'imagine en termes de trésor et tout ça, ça doit aussi être une autre dynamique, quoi. Ouais, c'est le gros sujet du moment. L'inflation de stock, justement, c'est la problématique sur laquelle on bosse le plus côté supply en ce moment. Surtout que notre produit en retail demande un conditionnement supplémentaire. On vient fabriquer un kit en plus par rapport à ce qu'on fait en e-commerce. Donc, si tu veux, côté supply, ça veut dire un stock supplémentaire, une étape supplémentaire. On doit transporter en plus les produits chez un autre sous-traitant. Donc, ça rajoute une étape dans la supply, des coûts en plus, des stocks de sécurité un peu partout en plus. Donc, on essaie de rationaliser tout ça en ce moment, mais ouais, Parce que du coup, c'est quoi? Parce qu'en fait, le produit que tu vends, du coup, si je vais chez Intermarché, c'est pas le même que sur votre site ou... Alors, pour le client, c'est le même, c'est juste qu'il est présenté un peu différemment. Dans le sens où sur le site, quand tu achètes un kit d'essai, tu as ta bouteille d'un côté et ta recharge de l'autre. Ouais. En GMS, on vend un seul produit kit où on vient en fait accrocher la recharge à la bouteille et mettre une petite cartonnette qui permet d'être plus visible en rayon en plus sur la bouteille, quoi. Donc il y a un peu de... Mais du coup, ça veut dire que si tu as acheté ton savon, ta recharge, tu peux pas l'acheter en magasin ou quoi? Si, pardon, on vend... Pour chaque produit, on vend en fait deux SKU en retail. Tu as le kit et la recharge toute seule à côté. Ok, d'accord. Oui, d'où la multiplication des références. D'où aussi la multiplication des références. Et pareil, pour la GMS, on sent qu'il y a commercialement, il y a un besoin d'être visible en rayon et de développer la gamme. En fait, pour être ce qu'on avait fait, pour être efficient en e-commerce, on avait une gamme très très réduite. On s'était limité à 40 références. Et typiquement, on n'avait plus qu'un parfum par produit.
Ok. Donc sur le gel douche, on avait un seul parfum. Dentifrice, on a eu fraise, menthe douce, menthe forte. On a aussi restreint à un seul parfum, etc. Pour être beaucoup plus efficient en côté supply, en logistique, en achat, etc. Et là, pour la GMS, on redéveloppe la gamme. On Pour que redéveloppe tu des prennes plus parfums. de place dans le rayon, en fait. Pour Ah, ok. prendre plus de place, être plus visible. Aussi, tu vois, il y a un rationnel côté acheteur en magasin où, en fait, avoir une facture pour un produit, c'est toujours plus pénible que d'être plus présent. Et il y a aussi toute la gestion en magasin qui est plus pertinente de référencer un nouveau fournisseur si tu pèses un peu plus sur lui. Ok, ouais. Donc, voilà. Ah oui, ouais, c'est intéressant. Okay, Donc on redéveloppe des parfums et effectivement ça fait un peu gonfler le stock. Ok. Et du coup, c'était quoi un peu du coup, j'imagine dans ces différentes étapes, vous avez dû vous restructurer et tout. C'était quoi un peu les... Je sais pas s'il y avait des erreurs que vous avez fait ou, Alors ou déjà, des apprentissages ou... je pense que le plus gros, c'était la première erreur qu'on a faite à structurer très tôt tous les pôles, alors que... à la première levée, quand tu la disais que première vous levée, avez pris quand on a recruté tout le monde, ça je pense que si c'était à refaire, on le referait pas du tout comme ça. En particulier parce que c'était une étape où c'était vraiment le début, il fallait être très très opérationnel à tous les niveaux, itérer beaucoup, etc. Et les profils que tu attires à ce moment-là quand tu veux vraiment recruter à ce niveau-là, c'était pas forcément adapté à ce stade de maturité de la boîte, quoi. Dans le sens où c'est des profils un peu plus stratégiques, du coup, qui sont moins dans l'opérationnel, Exactement. alors qu'à ce moment-là, tu as encore besoin d'opérationnel. Quoi. Okay, moi, si tu veux, quand je suis arrivé à ce moment-là, on testait d'envoyer des échantillons de produits sous format lettres à des clients. Ouais, parce que du coup, c'est beaucoup moins cher, c'est ça Ouais, pour c'est l'envoi. ça. Et moi, je passais la moitié de ma semaine à booker des salles à Station F, recruter des étudiants pour fabriquer les échantillons. On énervait tout le monde à Station F. On était une des seules boîtes produits aussi à Station F et on monopolisait toutes les salles de rue pour faire ça. D'ailleurs, je louais une camionnette pour aller déposer les lettres à la poste, etc. Donc, ça demande un niveau d'engagement où... Ouais, ça te dérange pas que d'emballer des colis, quoi. Enfin, et quand t'as fait 10-15 ans dans une grosse boîte du secteur, t'as pas forcément envie de passer par là après. Ok. Ouais, du coup, en termes de culture, ça aussi... en termes de culture, de tension, quoi. Il y a eu des chocs un peu. Ouais. Et il y a peu de personnes qui sont restées longtemps, qui sont arrivées à ce moment-là. Et maintenant, on cherche beaucoup plus... Enfin, chez 900, on a beaucoup plus tous des profils de doueurs. Ouais. Ou même, tu vois, Emmerich, il écrit, il tourne encore des ads. Ouais. Thomas, il fait du développement produit tous les jours. Tout le monde est encore très, très opérationnel. Très opérationnel, ouais. Mais c'est aussi dans votre culture, quoi. Enfin, ouais, okay. Et t'en aurais d'autres comme ça, Sur la multiplication des postes, tu me... Oui. On a aussi vu que que multiplier les postes sur un même rôle, ça multipliait pas la production de ce poste-là. C'est-à-dire que typiquement, si on a un monteur qui fait un travail donné, en mettant 2 monteurs, on va pas avoir 2 fois plus de résultats. Parce que, en particulier, il y a un sujet de responsabilisation, de peut-être que tu vas te reposer sur ton collègue pour que le travail soit fait, etc. Et je pense que maintenant, on préfère faire un peu moins chez 900 au global, mais avoir des gens beaucoup plus responsabilisés, engagés au quotidien, quoi. Mais ça, c'est pas évident, parce que comme tu dis, en fait, si tu as plusieurs personnes, tu dis justement, enfin moi c'est ce que j'observe parfois chez mes clients, c'est qu'en gros, t'as pas de responsabilité, où tu dis, on est responsable, mais le on, en fait, c'est toujours les projets qui avancent pas. C'est ça, exactement. Donc non, c'est ce que tu vois un peu classiquement dans les équipes de dev, où t'as l'impression que si tu recrutes un deuxième dev, tu vas faire 2 fois plus. En fait, ça se passe jamais comme ça. Et du coup, par rapport à ça, vous vous êtes dit maintenant, dès que vous embauchez, vous voulez avoir un output vraiment clair ou... Ouais, surtout sur chaque fiche de poste, il y a toujours eu, mais encore plus maintenant, il y a des OKR vraiment clairs rattachés à chaque poste. Ouais. Et du coup, limite en fin de période d'essai, ça vous permet de dire, est-ce que on arrête, même avant, très tôt, c'est le plus tôt possible de piloter chaque personne par rapport à ça. Par rapport à ça, Ok.
Ah, super intéressant. Euh, et du coup, je me posais justement une question où tu disais, bah, on est beaucoup dans l'opérationnel. Comment est-ce que vous arrivez quand même à garder ce côté un peu stratégique? Parce que parfois, quand on est noyé dans l'opérationnel, on a la tête dans le guidon et tout. Ouais. Sauf que, en tant que bah voilà, responsable de pôle ou même CEO, etc., tu dois aussi prendre de la hauteur. C'est aussi un peu Ouais. un rôle. Enfin, comment t'as... Ouais, c'est pas binaire, hein, mais comment est-ce Non. que toi tu t'arrives à appréhender ça? Bah, c'est une vraie difficulté Ouais. d'arriver à se libérer du temps pour faire ça. Donc, c'est un vrai exercice de planification. Et en particulier, bah, le Ghost Day du mardi Ouais. aide beaucoup à faire ça. Justement, souvent, t'es aussi pas au bureau, donc ça permet d'un peu respirer, de prendre de la hauteur et de réfléchir à des sujets plus long terme. Ouais, où tu te dis justement, mes sujets stratégiques, à ce moment, je les traite à ce Ouais, moment-là. Et puis, exactement. Ouais. ok. Et après, assez classiquement, on fonctionne avec un codir, où ça permet aussi de mettre des sujets à l'ordre du jour de réflexion plus transverses, Ouais. et plus long terme aussi, de préparer ces moments-là, Ok, ouais. permet de prendre aussi un peu du recul. Et dans le codir, vous êtes combien du coup? On est, ça a beaucoup bougé, on est 7 ou 8 actuellement, Ok. donc c'est quand même assez large. C'est l'âge, ouais. Il y a aujourd'hui pas que les directeurs de pôle. Ouais. Typiquement, moi j'ai mon responsable achat et approvisionnement qui participe aussi au Au codir. codir. Donc on a une espèce de codir assez élargi chez 900 aujourd'hui, quoi. Ok, ouais. Et du coup, c'est quoi? Ils vous rassemblent une fois par mois, une fois par semaine? C'est ou toutes quoi? les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Ouais. Et c'est assez opérationnel aussi, plutôt Ouais, du stratégique? coup c'est assez opérationnel, ouais. Ok, Ouais. ouais, ok. C'est assez opérationnel. Et du coup, pour les réunions, les choses un peu plus stratégiques, vous faites des off-site, où vous partez ou Non, non? on a un autre organe un peu informel, Ouais. où on a Thomas Emery qui en particulier lead un peu comme ça les sujets très très long terme, encore à deux. Ouais. Et moi je participe une semaine sur deux à leur point Ok, ouais, ok. hebdomadaire en plus, pour reconstruire un espèce de codir plus Oui, resserré, quoi. plus resserré. Ouais. Ok. Et c'est quoi un peu votre vision sur justement un peu la croissance? Est-ce que vous dites, enfin, avoir plus de salariés, c'est peut-être pas ce qui va nous permettre de grandir forcément. Est-ce que du coup, vous vous êtes déjà dit, je sais pas, on a une taille maximum qu'on va atteindre de salariés? Enfin, comment vous voyez un peu l'évolution par rapport à ça? Nous, notre ambition, elle est assez de mesurer, dans le sens où on aime bien dire qu'on veut devenir le PNG Green du 21e Ok. siècle. Donc, je te disais, on se compare vraiment sur le dentifrice à un Colgate. Ouais. En tout cas, c'est l'ambition d'arriver à aller Ouais. chatouiller Ouais. ces marques-là. Euh, et on essaye de le faire avec des petits moyens humains, finalement. Ça veut pas dire que tout le monde est exténué chez 900K. On fait des horaires de travail très, très raisonnables, je te rassure. Mais on essaie de le faire, tu vois, en étant chacun le plus productif possible. Donc on a assez peu de réunions. On parle de ça, on met en place tous les outils tech assez rapidement pour automatiser des choses, structurer les choses, etc. Donc on essaie vraiment de recruter quand c'est nécessaire, et de le faire de manière plus maligne. Par exemple, quand on s'est décidé à relancer le retail l'année dernière, on a pris un directeur retail en freelance pendant 6 mois. Ouais. Parce que c'était aussi un pari de relancer le retail à ce moment-là. Ouais. Si ça prenait pas, si ça prenait pas à ce moment-là, on voulait pas avoir structuré un pôle, et finalement, tu dois fermer, quoi. Enfin, ouais. Donc là, Antoine, qui nous a rejoint l'année dernière, a finalement basculé en CDI en début d'année. Ouais. Mais pendant un an, il a bossé en freelance pour nous, quoi. Ouais, donc c'est aussi un peu le côté parfois d'outsourcer un peu certaines choses, de pas forcément les internaliser, et d'avoir une relation privilégiée avec un partenaire qui va bosser sur ce sujet-là. Exactement, ouais, d'outsourcer pour, dans un premier temps, pouvoir apprendre aussi, parce que quand on n'a pas la capacité, la compétence en interne, on sait pas finalement quel profil chercher, comment challenger les candidats, etc. Et aussi la flexibilité. Si ça marche pas, c'est toujours plus facile avec un freelance de faire machine arrière que quand ça recruter des équipes, quoi. Ouais, ok. Et là, vous voyez rester un peu à cette taille de boîte, ou c'est... Oui, court terme, dans le sens où les objectifs là sur 2026 et 2027, c'est d'atteindre une distribution nationale en GMS la plus large possible, de couvrir à terme 80% des supermarchés de France.
La prochaine étape qui va nous faire passer un gap en termes de salariés, c'est l'internalisation de la partie production. Ouais. On va avoir notre propre usine normalement l'année prochaine. Ouais. Ça va être une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Ouais. Plein d'enjeux RH derrière, de culture entre le pôle industriel loin de Paris et le siège à Paris à gérer, mais ça va être une belle aventure, ça. Ouais. Et je pense que le prochain relais de croissance, ce sera l'international. Et où là, on verra. C'est pas encore trop comment on va faire, mais ce sera... Super intéressant. Parce que justement, là, tu me disais, vous cherchez justement tout le côté industriel de l'internaliser. C'est quoi derrière? Pourquoi vous cherchez forcément à du coup devenir une industrie? Parce que, je veux dire, on regarde dans l'automobile, ils cherchent tout ça sous-traité. Tu vois, vous faites le sens inverse. Clairement. On pense que y a des choses à faire côté industriel que des sous-traitants classiques, on va dire, sur le marché sont pas prêts à faire. Tu vois, on veut itérer presque à chaque batch de prod sur nos formules, ce genre de choses. Enfin, pas à ce point-là, parce qu'il y a des sujets réglementaires derrière, mais il y a une agilité qu'on veut mettre en place côté prod qui est difficile à mettre en place chez un sous-traitant classique. Ensuite, on a un vrai enjeu, nous, de protection de la propriété intellectuelle, pardon, où on a des process de prod qui n'existent pas dans l'industrie aujourd'hui, et on veut les protéger parce qu'on met beaucoup d'implications en R&D qu'on maîtrise pour le coup en interne, et on veut pas que ce soit vendu à d'autres marques derrière. Et le dernier sujet, c'est un sujet COGS, où là on atteint des volumes qui permettent d'internaliser ça et donc de forcément réduire la marge intermédiaire. Ouais, vu que votre mission c'est quand même de rendre ça accessible à tout le monde, du coup tu as un intérêt à ce que ce soit le moins cher possible, et exactement. Du coup tout en étant rentable pour toi. Exactement. Et en fait c'est marrant parce qu'en rentrant dans les sujets industriels, on se rend compte aussi qu'à taille équivalente, il faut pour nos produits une usine 10 fois plus petite qu'une usine de gel douche classique. Ok. Et en fait, si tu regardes très très loin, si un jour on est au volume de marques mass market, on espère même pour être moins cher que les marques actuelles, quoi. Ouais, ok, parce que du coup, tu as besoin de moins d'industrie. Enfin, si tu regardes le même niveau de rentabilité, tu as besoin de moins d'usines, donc moins de salariés, donc moins exactement. Ok, super intéressant. Et du coup, tu disais aussi que votre objectif 2026, c'est la rentabilité, parce que là actuellement vous êtes en recherche de rentabilité. Comment, j'imagine, c'est aussi, on en a interviewé plusieurs dans le podcast, mais du coup il y a aussi un changement un peu de mentalité où avant on est plus en mode on veut grossir, on va prendre des parts de marché, et là maintenant on est sur la recherche de rentabilité, donc c'est deux objectifs. Ça s'est matérialisé comment chez vous, concrètement? Est-ce qu'il y a eu un changement un peu de, je sais pas, même des KPI qu'on regarde? On fait beaucoup plus attention au budget marketing digital. On a toujours piloté hyper finement nos CAC, nos coûts de diffusion, etc. Mais on va moins accélérer si on voit que le CAC se dégrade, par exemple, en ce moment. Donc on essaie d'être plus conservateur là-dessus. Et l'idée, c'est de stabiliser l'activité e-commerce à un niveau de CA qu'on a eu en 2025. Et l'idée, c'est que le développement vienne beaucoup plus de cette partie GMS, où il y a besoin d'un peu moins d'investissement en marketing. Donc derrière les GMS qui prend sa marge qui est non négligeable, mais c'est plus lié à tes ventes directement, quoi. Et surtout, là, pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de reformuler tous nos produits. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup sur notre coût formule, et c'est ça qui va nous permettre aussi de passer le dernier stade qui nous manque en termes de rentabilité. Parce que quand tu dis le coût formule, c'est quoi? C'est qu'en gros vous utilisez des matières premières qui sont, vous allez essayer de prendre des matières premières qui sont moins chères, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Tout en gardant la même qualité, le même goût. Même elles seront mieux notées sur Yuka, même, etc. Donc on a réussi à concilier un peu tous les facteurs. Cette reformulation. Parce que ça, actuellement, du coup, pour toute la partie de développement des produits, c'est vous qui faites tout en interne, ou vous travaillez avec des labos, je sais pas, des labos. Non, tout est internalisé depuis presque le début. On a Paola, qui est notre directrice R&D, qui
qui est, je pense, l'experte France aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc, on a un laboratoire dans nos bureaux à Paris. Donc, on fait beaucoup de R&D. Ouais. Ok, ouais, donc vous faites beaucoup de R&D. Ok. On envoie des... Enfin, on teste sur nous-mêmes tous les nouveaux développements, on fait des envois des clients pour avoir leur retour, les comparer par rapport à d'autres produits, etc. Donc, Ok, ouais, d'où cette volonté, comme tu disais, d'être agile, quoi. Enfin, ouais, exactement. Ok. Parce que tu penses, enfin, j'imagine c'est un énorme avantage concurrentiel du coup, parce que du coup tu peux, si t'as quelque chose qui plaît moins, tu peux le faire évoluer, etc. Ouais, Enfin, complètement. Bah, on essaie de réagir le plus vite possible, d'améliorer sans cesse nos formules. Et tu vois, on essaie la logique d'A/B test que tu peux avoir en digital. Ouais. Nous, on fait des A/B tests de développement produit. Ok. Donc, dans nos bouteilles de gel douche, on va envoyer notre nouvelle formule de gel douche ou un gel douche, tu vois, d'une marque du Petit Marseillais ou de Tahiti ou de n'importe quel gel douche, mais déguisé dans nos bouteilles. Donc ça permet Ok. vraiment d'avoir un vrai A/B test comme tu pourrais le faire sur un site web, quoi. Mais ça vous le faites avec des clients en particulier ou c'est avec tout le monde Ouais, ce type- on recrute, on fait des campagnes de recrutement par mail, et d'ailleurs on les onboard dans un programme, on leur envoie des typeforms, etc. de testing, pour avoir quoi. leur retour, Ok, ouais. ouais. Du coup, c'est ça qui vous permet. Ok, ouais. Mais on essaye de le faire, on essaye de pas le biaiser via des clients engagés, si tu veux. On essaye de faire en sorte que ce soit pas que nos clients les plus C'est pas fidèles. les plus fans qui. Ouais. Ok, ouais. Ouais, on essaye de faire attention à recruter un peu toute la typologie de clients qu'on peut avoir. Parce qu'on s'est rendu compte de pas mal de biais dans ces analyses-là aussi au fur et à mesure de l'existence. Ok, ouais. Parce que du coup, c'était quoi un peu les choses qui sont ressorties? C'est-à-dire que les ultra fans, ils disent toujours c'est trop bien. Ouais, et exactement. Ils ont tendance un peu à surnoter par rapport à ta base de clients classique, quoi. tout. Ah, ok, ouais. Trop bien. Trop intéressant. Parce que votre ADN, là, justement, là, le fait de racheter une usine et tout ça, tu me disais aussi, à un moment, vous êtes passé par une start-up industrielle, justement, parce qu'en gros, elle arrivait à produire beaucoup plus vite, etc. Si tu peux nous... Enfin, déjà, comment vous êtes tombé là-dessus? Enfin, c'est quoi un peu l'histoire En derrière? fait, l'histoire, c'est que vraiment l'enjeu des capacités de production, ça a été moi ma principale problématique pendant mes 2 ou 3 premières années chez 900 Car. C'est-à-dire que vous aviez trop de demandes par rapport à ce qu'ils pouvaient produire. Exactement. Surtout sur un modèle d'abonnement où tu es obligé de... Enfin, tu as tes commandes récurrentes qui tombent et tu es obligé presque d'avoir du stock, sinon ton taux de désabonnement, il augmente, etc. C'est d'autant plus problématique d'arriver à répondre à la demande. Et ouais, on avait beau travailler avec des gros labos reconnus en France. Il y a quand même une particularité sur nos produits, la façon de la comprimer, qui faisait que on n'avait pas des cadences qui étaient à la hauteur de celles qu'on attendait. Ok. Et un jour, on a pris vraiment un pari avec un mec qui était à la base technico-commercial, donc qui vendait des machines de compression. Ok. Et qui a senti, via nous, notre marketing, via d'autres marques qui se lançaient dans d'autres secteurs aussi sur la forme de poudre, qui avait potentiellement une aventure industrielle à lancer. Et on a été son premier client à la base, on a cru en lui. Donc vraiment, au début, il avait 2-3 machines. Donc en gros, c'était un vendeur de machines Ouais. qui s'est dit, je vais ouvrir mon usine. Ouais, exactement. Ok. exactement. Et au début... Et en fait, il s'est dit, je vais créer mon showroom pour vendre les machines, quoi. Ouais, un peu. Enfin, dans le sens mais- où, pour le coup, il continue d'acheter des machines chez son ancien employeur. Ah oui, Mais il y a toujours un peu d'ajustement à faire, des réglages, etc. Et aujourd'hui, il dépose plein de brevets encore pour continuer d'améliorer les machines qu'il utilise pour nous. Et en fait, au bout de 6 mois, il tournait 4 fois plus vite que nos sous-traitants historiques. Ouais, ok. Et ça nous a clairement permis de continuer à croître, quoi, parce qu'on Ok. avait beaucoup de mal à l'époque à le faire. Ok, ouais. C'est fou parce que en fait pour moi je me dis c'est des machines qui font en fait ça doit aller vite et en fait Ouais. même pas quoi. Enfin, Ouais, bah en fait même pas parce que ouais, notre produit n'existait pas sur le marché du gel douche comme ça comprimé. Il y en a beaucoup qui font de la poudre libre, des concurrents à nous qui font de la poudre et qui compriment pas la poudre. Et en fait, il y a une vraie difficulté à la comprimer. c'est quoi juste la différence entre le fait que ce soit comprimé ou que ce soit en poudre? Nous, on pense qu'il y a un vrai intérêt d'un point de vue utilisation par le client, Ouais. Et praticité d'utilisation. Si tu veux, la comparaison qu'on fait, c'est par exemple ton aspirine en sachet.
Personnellement, je connaissais ça quand j'étais petit, mais depuis, j'utilise plus que du paracétamol Oui, en cachet dur, quoi. Et ça, on fait un peu cette comparaison-là, nous, entre Ouais, le tu t'en gel mets douche en partout. poudre. Et... Ouais, exactement. Ok, Ouais. ouais. Ok, ouais. Voilà, c'est pour ça que, d'un point de vue produit, on comprime toujours Comprime les toujours. autres. Ouais. Ok, ouais. Ok, donc ouais, cet industriel, il vous a fait Ouais. accélérer, quoi. Et Ouais, tellement, à tel point que petit à petit, il a récupéré les volumes de nos sous-traitants historiques et qu'on s'est dit que on avait un partenariat tellement proche que ça faisait beaucoup de sens de. En fait, c'est lui qu'on va racheter l'année prochaine et c'est une de ces structures qui va devenir notre outil industriel à terme. Ok, ouais. Super intéressant. Là, vous avez. Quand vous êtes lancé en GMS, c'est quoi, en 18 mois, vous avez ouvert 5000 magasins, c'est ça? Ouais, là c'est ça, en un peu moins, même là, ça fait 15 mois, je pense, qu'on a lancé la GMS, relancé la GMS, et on en est à 4000 magasins, Ok, ouais. et on vise les 6000 en septembre. Ouais. Ok. Et ça se prépare comment, du coup? J'imagine c'est parce que tu dois monter des stocks, etc. Enfin, ça peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, quoi. Non, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est sûr, ni d'un point de vue supply, ni d'un point de vue commercial. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a commencé à démarcher des magasins indépendants qui avaient de l'autonomie sur leur référencement. Ok. Et en fait, on a au début monté des business cases, magasin par magasin. Il y a quelques magasins à Paris qui ont cru en nous, etc. Et typiquement, quelques Carrefour. Et derrière, ça nous a permis de vendre ça aux acheteurs centralisés des centrales d'achat de la GMS. Alors, en disant, bah voilà, Ouais. on a fait ça dans ce Carrefour. Ouais, exactement. Regardez, les rotations, les produits tournent. C'est pas que du sell-in, c'est aussi du sell-out. Il y a des sorties de caisse, etc. Et comme ça nous a permis de convaincre rapidement les acheteurs centralisés. Et derrière, t'as un go de l'acheteur, et c'est vraiment à ce moment-là où c'est branle-bas de combat pour livrer la commande d'implantation dans 4 mois aux plateformes logistiques. Ok, quoi. ouais, donc à ce moment-là, en termes de cash, tu dois. Ouais. C'est là où faut que tu aies une bonne trésor pour. Ouais, faut que tu aies une bonne trésor ou que tu trouves des moyens. Tu vois, nous on passe par un factor pour faire ça, histoire effectivement de ne pas avoir de besoin de fonds de roulement qui est exposé à cette période-là. Quoi. Ok, ouais. Et donc après, en l'espace de 4 mois, après, tu livres tous ces magasins. Et ça a été. Commercialement, je te disais qu'on avait voulu tester ça. Côté supply, c'était pareil. À ce moment-là, on n'avait pas voulu rigidifier toute la partie création des kits pour le retail et fabrication des produits pour le retail. Donc, on a démarré au début avec un ESAT qui nous faisait, donc un établissement de travail handicapé, qui nous faisait en même temps toute la partie packing pour le retail et aussi la logistique. Et en fait, quand on a commencé à rentrer le référencement national chez Carrefour, tout ce process a explosé. On avait anticipé un peu la partie conditionnement, mais sur la partie logistique, on a rapidement dû rapatrier la logistique B2B dans notre entrepôt qui nous faisait la logistique B2C, professionnaliser les choses, etc. Parce que l'enfer de la GMS, c'est aussi les conditions logistiques qui sont très strictes. Tu amener à telle heure. Ouais, tes commandes, tu as un rendez-vous à la minute près, tu dois livrer à 13h27, exactement. Et sinon, tu t'es refusé. Ouais, tu peux être refusé, ouais. Okay. Il y a un peu de marge, mais tu peux être refusé, ouais. Et donc, c'est vraiment des nouveaux process qu'il faut mettre en place un peu de partout, en plus du nouveau stock à côté. Et ouais, il a fallu faire évoluer tout ça, rentrer. Maintenant, on a un deuxième atelier de conditionnement à côté, en plus de l'ESAT, pour pouvoir suivre les volumes. Quoi. Ok, ouais. Là, on réfléchit maintenant à comment est-ce qu'on fait pour l'automatiser et plus que ça dépende de personnes, de l'humain. Ok. Ouais. Et tu me disais, dans ton équipe, tu as une personne du jeu qui s'occupe de toute la DV. C'est ça, non? Eh ouais, j'ai une seule personne qui s'occupe de toute la DV. Enfin, c'est fou quand même. Enfin, comment on a réussi à faire ça? On a pas mal automatisé les choses dans notre ERP avec Odoo. Typiquement, on recevait jusqu'à il n'y a pas très longtemps plein de bons de commande en Excel de la part de nos agents commerciaux sur le terrain. Et en fait, ça créait les commandes toutes seules dans notre ERP qui étaient envoyées directement à l'entrepôt pour préparation. Pareil, la facturation, elle se fait automatiquement, etc. Donc, tu vois, quand tout à l'heure, je te disais qu'on avait des alertes sur les choses qui se passaient mal, plus de manière proactive, même le travail de l'ADV, on l'a un peu pensé comme ça, où sur le flow normal, elle fait rien, et elle intervient juste en
en contre-mesure finalement par des choses anormales. Et c'est comme ça ça nous a permis de passer avec une seule personne, de la gestion de 3 magasins à 4500 aujourd'hui, quoi. Ok, ouais. Et, Donc ça, c'est beaucoup lié à l'automatisation. Beaucoup lié à l'automatisation de process, passer beaucoup de temps à automatiser des flows un peu partout. Ouais. Et ça, c'est vous qui faites tout en interne Ouais, moi j'aime pas mal mettre les mains là-dedans. Ouais. Ton petit kiff le soir à 23h. Exactement. Exactement. Ok, ouais. Et vous avez développé aussi une app, non? Tu me disais, oui, pour les et le sujet, là, du coup, ce que je te disais au début du podcast, où notre équipe tech, comme on investit moins sur la partie e-commerce, on essaye de beaucoup plus aussi les rediriger pour les mettre au service aussi des commerciaux retail. Ouais. Et notamment là, sur la fin d'année, on a développé notre propre application terrain pour les commerciaux, où ils peuvent prendre des commandes pour réassort dans les magasins, ou aussi faire une checklist de visite. Donc on leur demande de vérifier que les produits sont bien en rayon, de mettre de la PLV en plus, donc des petites affiches ou des meubles, etc. Et de prendre des photos. On essaye via l'IA de reconnaître les produits qui sont en rayon, pas en rayon, etc. Donc on pousse un peu la logique là-dessus. Ouais, parce qu'en jamais, contractuellement, t'es obligé de ils sont censés mettre tes produits en rayon, c'est ça, et du coup, il faut un peu contrôler. Quoi, c'est ça. Il faut aller sur le terrain sans cesse. Si tu vas pas visiter les magasins, par exemple, ta nouveauté, elle peut rester dans la réserve et jamais être mise en rayon. C'est sans cesse la guerre pour être au bon niveau, être au niveau des yeux et pas te retrouver tout en bas, invisible. Enfin, faut passer sans cesse dans les rayons. Ouais. Et du coup, cet outil, en fait, il a des dans vos commerciaux aussi, quoi, sur le terrain. Quoi. Mais c'est des commerciaux qui sont indépendants. C'est pas des recrues 900K. Et ça leur facilite beaucoup le travail, où plutôt que c'est des gens qui sont dans leur voiture toute la journée, qui pour la plupart notaient les commandes ou leurs constatations sur un bout de papier, et qui le soir dans leur lit retapaient tout dans leur outil à la maison, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir une app assez agile, qu'on améliore sans cesse... Ils peuvent le faire sur place, quoi. Enfin, ils le font sur place. Là, on essaye plutôt que d'avoir à noter des annotations, ce qu'ils puissent faire un vocal et que nous, on le traduise dans notre RP pour derrière analyser ce qui se passe, etc. Donc, je pense que ça leur change un peu la vie aussi. Ouais, c'est hyper intéressant, parce que du coup, tu simplifies. Enfin, en soi, c'est des partenaires. Et en fait, eux, ça leur simplifie la vie aussi. Donc et ça nous simplifie, nous aussi, la vie, tu vois. On essaie de les incentiver, donc on leur donne on fait des petits challenges, on leur donne des primes en fonction d'indicateurs, etc. Et même en termes de remontée de data, de vérification de l'info, etc. Ça va aussi beaucoup plus vite pour nous, quoi. Ok, super. On va passer aux questions de la fin. C'est une rapide question. C'est quoi la pire erreur de management que t'aies faite? Qui t'a marqué? Ouais, ce qui m'a marqué, c'est le burn-out d'une de mes padawan, sur lesquels je pense que j'avais pas du tout été attentif aux signaux faibles qu'il y avait pu y avoir. Et sur lequel je m'en veux encore beaucoup. Et en tant que jeune manager, ça te fait beaucoup te remettre en question, quoi. Wow. Et du coup, il y a des choses que tu t'es... Si t'as pas envie de répondre, tu réponds pas, mais il y a des choses du coup que tu t'as mis en place dans ton management, justement, où tu te dis je fais plus attention à ça ou... Ouais, forcément, j'attends pas, tu vois, que mes padawans maintenant me disent qu'ils constatent une surcharge. J'essaie d'aller chercher l'info, de vachement creuser avec eux, d'être proactif sur le sujet, quoi. Ouais, de l'anticiper, quoi. De l'anticiper vachement, de aussi... de demander des retours croisés à d'autres personnes de l'équipe, d'être beaucoup plus au courant de ce qui peut se passer dans l'équipe, quoi. Toi, comment tu gères ton temps? Moi, comment je gère mon temps? J'essaie de segmenter mes journées, moi. Donc, on parlait du Ghost Day le mardi. Je me suis fait un deuxième Ghost Day le vendredi, où pareil, j'évite le plus possible de mettre des réunions. Et je compile toutes mes réunions, par exemple, tous mes one-to-one et tous mes feedbacks mensuels, c'est que le jeudi. Donc le jeudi, je book, je réserve une salle toute la journée pour moi chez 900 presque. Et je suis en mode consultation, je upload tous mes one-to-one. J'aime bien, en fait, je préfère ça plutôt que de faire un peu... coup par-ci, par là.
Et voilà, je fais pas mal de rendez-vous chez les fournisseurs aussi, où j'ai globalement une journée de déplacement par semaine, soit pour aller voir un fournisseur, soit pour aller voir l'entrepôt, etc. Euh, et j'essaie aussi d'être le plus productif possible. Je suis assez fainéant, dans le sens, pas dans le sens négatif de la chose, mais j'essaie d'automatiser très rapidement le plus possible les tâches redondantes. Ok. Donc c'est pour ça que je passe pas mal de temps dans les outils d'automatisation, dans l'ERP, automatiser des trucs. Donc, ok. C'est quoi les trucs que tu as automatisés là dernièrement ou... Je pense le plus... c'est pas très récent, mais le plus significatif, c'est à un moment donné, on voulait faire de l'upsell post-achat. Ouais. Donc après, tu passes ta première commande, on te propose via WhatsApp un produit supplémentaire. Ok. Et sauf qu'il faut, tu as une logique où il faut que tu ailles annuler la commande dans Shopify, recréer la nouvelle avec le nouveau produit, etc. Et en fait, c'est moi qui ai créé tous les flows via Make pour pouvoir faire ça d'un point de vue technique, quoi. Et ça, pareil, c'est à un moment donné où le nombre d'abonnements, quand tu rajoutes un abonnement à 40% de tes nouveaux clients, ça fait augmenter le panier moyen de manière significative très vite. Quoi. Et toi, tu utilises dans ton quotidien, comment est-ce que tu utilises l'IA aussi ? J'utilise pas mal l'IA pour ça, justement, pour aujourd'hui coder dans l'ERP. Dans Odoo, tu peux automatiser plein de choses avec un peu de Python. Et c'est assez facile de prompter les IA pour mettre en place des trucs. Ça va assez vite. Quelques emails un peu délicats de négo ou des trucs un peu sensibles pour la formulation. J'ai pas encore mis les mains dans Cloud Code. On en parlait hier, c'est fou. Et moi, là, un des deux fondateurs onboard un par un peu tout le monde pour les pousser à faire ça. Il développe des petites apps, tu vois. Il a créé une app de feedback où il a tout le monde et justement il dicte son feedback et ça le range dans un Notion où derrière il peut retrouver tout ce qu'il a dit sur tout le monde, etc. Donc on pousse pas mal les curseurs sur le sujet chez 900 et bon, tout le monde essaie de s'en emparer à son niveau, quoi. Trop bien. Est-ce que tu as un livre ou un contenu à conseiller ? Moi, je suis pas mal dans le côté un peu geek sur les bords et chiffres. J'aime beaucoup une boîte qui s'appelle Locad, qui fait de la prév de vente et où ils ont une logique un peu particulière, où ils essayent d'optimiser ta supply, mais d'un point de vue chiffre d'affaires, en fait, ou coût, en fait. Il ne fonctionne pas en termes de est-ce que je peux le livrer, est-ce que j'ai mon stock ou pas, mais il rationalise toutes les décisions en fonction des euros et d'une équation économique. Et ils sortent beaucoup de contenu, le fondateur a une chaîne YouTube, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est une autre vision de la supply que tu n'as pas forcément de base, quoi. Et du coup, ça s'appelle... Comment t'as dit ? C'est Locad, L-O-K-A-D. Locad, J'ai jamais été client chez eux. Ils ont plutôt une approche grand groupe, etc. Donc pour les startups, c'est pas forcément évident de passer par. C'est un cabinet de conseil Non, c'est vraiment un outil de supply planning, de demand planning. Mais ils font juste beaucoup de contenu sur la supply, ils remettent en cause pas mal de dogmes autour de la supply. C'est assez spécialisé comme contenu, mais c'est assez intéressant. La formule de Wilson et tout ça. Ouais, exactement. Typiquement, il te dit faites jamais ça, quoi. Alors que c'est le premier réflexe que tu as quand tu essaies de paramétrer tes stocks. Super, j'irai voir. Ça me rappellera des souvenirs. Est-ce que tu as une boîte dont tu aimerais voir le fonctionnement un peu de l'intérieur ? Une des boîtes. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit ? J'aimerais bien voir les marques qui dans le textile fonctionnent en précommande. Peut-être. Asphalt, par exemple. Asphalt, typiquement. Comment est-ce que justement la précommande impacte leur méthode de fonctionner côté Ops ? Ça pourrait être intéressant. Ok, super. Je me dis que c'est en même temps plus facile parce que tu as ta commande avant. En même temps, tu dois te poser plein de questions de à quel point tu t'engages ou pas avant la précommande. Enfin, tu dois avoir d'autres problématiques que nous, on n'a pas, je pense. Très cool. Merci, merci pour ce temps qu'on a pu passer, pour tout ce que tu as partagé. Où est-ce qu'on peut suivre ? Je sais pas, il y a un endroit où on peut te suivre, ton actu, la
Bon, plus moi 900. sur LinkedIn, ça LinkedIn, m'arrive ouais. assez rarement de poster à titre perso, mais je reposte pas mal de choses qui Ok. se passent chez 900. Ouais, et même pour me contacter, je pense que c'est le meilleur canal. Super. Bah, merci en tout cas. Merci à toi Nicolas pour À l'invitation. bientôt. Salut. Ciao. Si vous êtes resté jusqu'à maintenant, c'est que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à donner une note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou de liker la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour suivre l'actu du podcast et les coulisses, vous pouvez suivre la page Instagram de Sous le Capot ou me suivre sur LinkedIn. À très vite.